la grâce de la particule lumière. On va essayer de l'incarner. Pas seulement d'être relié. L'incarner, l'incarner, l'incarner. L'incarner. C'est la mer, entièrement, qui se penche sur... Parce que moi, à la fin, au moment où je vois, spin de rond. La mer, qui fait tout le travail, et qui incarne, qui incarne, qui incarne, qui incarne. Quelle expérience, voilà. Donc merci Gabriel d'avoir de nous avoir préparé expressément ce petit film, ce court-métrage extrait donc, du documentaire que vous pouvez trouver là-bas du côté des bouquins et de la librairie que vous avez fait sur Viviane José Restio et son portrait d'artiste et sa démarche. Une chose à préciser peut-être oui, sur l'état, là c'est vrai qu'on comprend qu'elle est dans un état second, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais comment elle fait pour se mettre dans cet état-là. Donc déjà elle va en Haute-Savoie dans un chalet spécifique où un Savoyard l'accueille. Les montagnes qui sont derrière dans l'interview, c'est ça en fait, hein, c'est les montagnes de Savoie. De Haute-Savoie, parce que moi je suis de Haute-Savoie. Donc c'est un paysage que je connais bien. Donc elle a déjà cette vue. Le Mont Blanc, c'est vrai que ça force à l'humilité. Et puis elle reste en général 3 semaines dans le silence. Donc sans voir personne, sans parler à personne. Et à se connecter que avec la nature et à rentrer dans le silence, jusqu'à ce qu'elle entende un son là vous l'avez entendu, mais ça peut être très grave, très aigu, le son n'est jamais le même, et qui donne un petit peu le feu vert quoi, sur le processus. Voilà. Merci. Et puis il y a d'autres détails sur lesquels on reviendra après, mais il y a cette notion d'expérience, je pense, qui est clé. Et Dominique, c'est ce sur quoi tu as des choses à nous partager dans cette connexion et l'expérience de la connexion et la connexion par l'expérience. Jean-Pierre, si tu veux venir nous retrouver sur la table ronde, avec ton petit sac. Je t'en prie. Je peux pas parler.
On voit rien. Vous voyez rien. Il y a sa voix haute. Je vais souffler le mot silence au milieu qui semble faire le lien entre tout ça. Sa voix, haute sa voix. De sa voix. De sa voix encore. Avec un E. Haute. L'akasha est aussi son qui devient lumière. Qui devient matière. Voilà, puisque je vous propose d'aborder un peu la manifestation du son akashique dans le véhicule qu'est le rêve. Et donc, nous avons, comme nous sommes constitués par cette information, nous sommes ce son, nous sommes cette lumière. Elle s'est organisée en matière, en biologie. Ce son et cette lumière s'est voilée. La matière a voilé la qualité purement vibratoire de la matière. Et quand on parle de changement de paradigme, c'est précisément ce processus de découvrement. Il y a les découvertes et le découvrement. C'est-à-dire les découvertes scientifiques et le découvrement, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que les champs, petit à petit, s'expansent et nous restituent un niveau vibratoire qui est beaucoup plus fluide et ondulatoire que notre condition dite ordinaire, qui est très verrouillée par une certaine fréquence du mental. Donc je vais revenir au rêve et l'akasha. C'est-à-dire dans les textes du tibétain, Alice Bellet, tout le travail de Blavatsky, la théosophie, ils ont repris, c'est tout un travail de reprise de toutes les traditions qui viennent absolument de toutes les directions de la planète, de toutes les constellations, de toutes les étoiles. Et il y a tout un travail de synthèse qui a été fait par Blavatsky et toute son école. Et le tibétain, lorsqu'il nous donne des tableaux extrêmement différenciés de cette dimension de l'éther, avec évidemment des noms sanscrits de la grande tradition indienne, et l'akasha est associé au son. Mais le son, avant qu'il soit audible, est un son dans ce que dirait David Bohm, est dans un état incliné, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore manifesté ni manifestable. Et il va produire ces champs de manifestation, donc on passe de la notion d'akasha à la notion de champ akashique, avec aussi ce principe de conservation de l'information de tout ce qui a été créé, formé, expérimenté, et dans des champs qui vont se densifier de plus en plus jusqu'à notre plan physique terrestre, dans lequel nous sommes inscrits non seulement en tant que véhicule biologique, mais aussi en tant qu'esprit pur, multidimensionnel. Et le rêve nous permet de rentrer en contact avec l'information d'autres dimensions nous constituant, et nous informe quelquefois des années avant que ça puisse se réaliser, se reconnaître et s'incarner. Et c'est une information pure qui est une grâce de reconnexion. Et ce ne sont pas des rêves qui s'interprètent, ce ne sont pas des rêves de nettoyage, ce ne sont pas des rêves qu'on analyse, ce ne sont pas des rêves symboliques. C'est un contact direct avec un champ source, et petit à petit, nous allons réapprivoiser
Et dans ce processus de découvrement, nous allons arriver à la capacité à incarner ce qui a été annoncé. Donc ce sont des annonciations au sens de ce qui est nommé au début de l'Évangile, c'est-à-dire que ça nous parle de la réalisation de l'homme nouveau que nous sommes tous. Donc ce sont des rêves très précieux. Écoutez chacun comment, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas fait un rêve, ou plusieurs de cette nature. Quelquefois il semble tellement inaccessible, inconcevable, dans lequel, quand ça a commencé pour moi, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire des rêves venant de cette dimension akashique, je veux dire que c'était inconcevable que je puisse m'identifier à ce qui était annoncé. Ça me semblait complètement grandiose, inaccessible, et petit à petit, c'est-à-dire plusieurs années après, dans ce processus de nettoyage, de destruction, je dirais de déconstruction et de déstructuration dont parle Satprem, il y a l'émergence du champ qui était derrière cette épaisseur, ce voile, et qui fait que petit à petit, il y a la perception que nous devenons aptes à réaliser ce qui nous a été proposé. Et on se reconnaît. Alors évidemment, c'est un moment de grâce dans l'existence. Pour certains, ça peut se passer très tôt, pour d'autres, beaucoup plus tard. Mais c'est exactement aussi ce dont parle Viviane. C'est-à-dire que le moment où émerge son être originel, et cette aptitude à le traduire, à le manifester dans la plus grande simplicité qui soit. Et ça devient une voie directe. Voilà, c'est juste. Oui, avec donc cette préparation de l'organisation et quelque chose qui passe comme si on comprenait par le corps. En tout cas, le corps permet de capter quelque chose, de recevoir quelque chose et à un moment donné, de pouvoir en saisir le plein sens, en quelque sorte. Il y a le corps, mais il y a tous les corps. C'est-à-dire que c'est une succession de véhicules, du plus dense au plus subtil et du plus subtil au plus dense. Passé un certain franchissement de densité, on rejoint le champ universel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre nous dans notre condition terrestre et la totalité. Et en même temps, ça reste très localisé, ce qui fait qu'on peut supporter aussi, c'est parce que ce sont des puissances. Mais ce sont des puissances qui se distribuent exactement à notre échelle et ne nous explosent pas du tout, parce que ce sont des puissances originelles de l'univers. Merci. Alors, on reviendra au local, donc au local un petit peu après. Jean-Pierre, tu as un autre chemin que la science, c'est le chemin des arts martiaux. Et comment cette expérience, cette voie, a aussi nourri ton corps ou tes corps, ou préparé ces choses-là ou ces connexions-là? Il y a deux aspects. Le premier, c'est que dans les arts martiaux, on apprend à découvrir l'énergie vitale. Et on l'apprend intellectuellement quand on est jeune. Et quand on est jeune, on a plein d'énergie physique. Mais on nous enseigne que cette énergie-là, c'est bien de l'avoir, et c'est bien d'être jeune, mais qu'en vieillissant, on gagne en énergie, et en économie d'énergie, si je peux dire, sans être dans l'écologie pour autant. Parce qu'on peut, avec cette énergie qui est le prana, le ki, le chi, tu les as nommés sous le nom grec dont je ne me souviens plus, et ainsi de suite. Voilà, Pneuma. Tout ça, ça existe réellement. Alors, pour revenir à ma démarche avec notre fondation, etc., c'est le genre de choses que je veux absolument qu'on identifie simplement, parce que c'est mesurable, ça existe. Moi, je connais un neurologue qui m'a fait un examen et qui me dit les méridiens d'acupuncture n'existent pas. J'ai dit, mais moi, je les ai mesurés. Il m'a dit, non, mais c'est pas vrai. Ok, à partir de là, on n'est plus tout à fait... Pourtant, le mec est intelligent, il part des diplômes, il est respecté et tout, mais c'est un abruti complet, quoi. Alors, ça, c'est le côté, je dirais, pratique des choses, et qu'on découvre en
prenant de l'âge, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus fort, mais pas de force physique. Donc, ça existe. Encore une fois, il faut maintenant se retrousser les manches avec des scientifiques de bon calibre et des gens un peu mixtes comme moi et d'autres qui sont carrément dans d'autres plans ou peu importe, et qu'on arrive à démontrer ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arriver à comprendre que ce que j'ai compris aussi avec la physique quantique, c'est que tout ce qui a l'air d'être de bon sens n'est pas forcément vrai, quoi. Le bon sens est souvent faux. Le raisonnement typique de la physique quantique, c'est que la logique aristotélicienne du tiers exclu est réductrice et pas juste. Donc il faut s'ouvrir à d'autres façons de raisonner. On ne va pas aller jusqu'à... Enfin bon, au minimum, on peut faire coexister des états contradictoires pour un même système. Bon, voilà. Alors il y a des maîtres, un type comme Leibniz par exemple, était à fond là-dedans. Il n'avait pas une logique binaire. Dans la pratique du paradoxe, quoi, ou en tout cas de lier les contraires. C'est pas ça, c'est que notre façon de raisonner aristotélicienne, qui a l'air d'être dans le monde newtonien de base, pas trop petit, pas trop grand et tout ça. Oui, aristotélicien, au sens c'est ça ou ça. Voilà, tu prends un système qui peut être ou noir ou blanc, dans la physique quantique, il peut être noir et blanc, et puis toutes les teintes de gris entre les deux, avec une certaine probabilité qu'il soit l'un ou l'autre à un moment donné. Mais tout ça, ça bouge. Alors, quand on découvre ça dans la physique, on s'aperçoit dans les arts martiaux que c'est pareil. Si tu veux vraiment détruire quelqu'un, c'est pas en frappant très fort sur lui que tu vas le détruire. C'est en rentrant à l'intérieur de lui, en le mangeant, si possible, en faisant un ami, plutôt que la manière de le détruire vraiment, c'est de détruire le conflit. Alors, évidemment, tout ça au début, on dit... Moi, ce que je veux, c'est péter la gueule aux mecs qui m'emmerdent depuis un certain temps, et c'est ça que je dois prendre. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas ça la vraie finalité. Alors moi, je ne pratique plus en ce moment, depuis un certain temps, parce que je n'ai pas réussi à entraîner assez de gens derrière moi dans la pratique du karaté, alors que dans l'aïkido, dans le tai chi, dans un certain nombre de pratiques autres que la mienne, ça se fait, c'est-à-dire que la finalité est une finalité d'harmonie universelle. Pour ceux qui connaissent un peu l'aïkido, alors c'est un japonais, criminel de guerre à l'origine, enfin bon, Ueshiba, c'est pas un enfant de cœur, mais il a monté son niveau de conscience à un point tel qu'il a créé un art martial d'harmonie universelle. Et mon maître de karaté que j'ai supplié qu'on fasse pareil avec le karaté, parce que son propre maître, qui était un monsieur d'un niveau intellectuel, etc., assez bas, avait demandé ça, mais ça a été dévoyé, ça a été mal foutu. Du coup, lui, il a dit, moi, je reste à ce qu'on m'a enseigné. Je lui ai dit, mais on perd notre temps, là. C'est pas ça la finalité. Art martial, c'est art de la guerre, ça veut dire art de tuer en essayant de ne pas se faire tuer. Bon, c'est pas vraiment la finalité du nouveau paradigme. Donc j'ai dit, les arts martiaux, j'arrête. Mais je respecte et j'ai appris plein de choses. Mais là, maintenant, ça suffit, quoi. Enfin, il faut passer à autre chose. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En partie. Ouais, je m'excuse si je réponds du comparti. Mais dans la partie, il y a le tout. Non, mais ça, c'est un jeu intellectuel, je ne rentre pas là-dedans. C'est bien. Dominique, question par rapport à ta... Puisqu'on voit les dessins, là, les tracés. Oui. Revenir sur abruti, parce que je ne peux pas laisser passer ça. Abruti, je vais essayer, on ne voit pas grand-chose, mais tu vas lire. Donc, évidemment, le potentiel de réalisation de l'abruti, c'est A, brut, et I. Le A étant le Aleph, de la lettre hébraïque, c'est donc le principe. Et le I étant le Yod, c'est la force racine. Donc l'abruti, c'est celui qui n'a pas encore différencié la force racine du principe de l'intérieur par rapport au grand tout.
Donc c'était un très beau potentiel. Il en a de la chance. Heureusement qu'il est français et qu'on parle français. Parce que dans une autre langue, ça ne voudrait pas dire la même chose. Écoute, il faut savoir autre chose de toute façon. Parce que la géométrie sacrée est telle que tout pivote et on retombe toujours sur ses pattes. Bon, je te fais confiance. Et justement, par rapport à ces géométries sacrées que tu nous présentes, qui sont tes œuvres, comment se déroule, ou en tout cas, quel état particulier es-tu amené à cultiver ou à toucher pour les inscrire ou les poser comme ça sur une surface? Je pense que Viviane a montré, ce film nous montre exactement, mais aussi la façon dont Laurence en a parlé, chaque personne. Je veux dire, c'est que nous soyons conscients ou pas de ce champ zéro, il est toujours présent et c'est toujours lui qui permet cette mise en mouvement de quelque chose. Donc le contact conscient avec l'émergence peut se faire à différents niveaux du processus, ce qui fait qu'on va plus ou moins se l'approprier. Et c'est ça le découvrement au fur et à mesure de l'existence, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à peindre, je croyais que c'était moi qui dessinais. Et petit à petit, j'ai compris que c'était pas moi et que c'était des puissances, que c'était des forces. Et il y a eu une réinitialisation douloureuse d'ailleurs, parce que pendant 15 ans, je n'ai pas touché à un crayon, parce que c'était plus possible. Voilà, il y avait vraiment une limite que je n'arrivais pas à franchir. Et que c'est en passant par tout à fait autre chose qu'à un moment donné, c'est revenu. Et c'est revenu à partir de ce processus de découvrement intérieur où la perception du champ, la perception de la présence sans forme était la source de cette inspiration et que c'était tout un travail d'ajustement, en fait, comme par la méditation ou n'importe quoi. Enfin, Viviane le fait d'une certaine façon, chaque personne le fait à sa façon. Et en ce qui concerne la géométrie sacrée, c'est aussi à la suite de la rencontre du texte sur le Tzimtzum des kabbalistes que quelque chose a vraiment pu se mettre en mouvement par rapport à la géométrie sacrée. C'est-à-dire que quand on parle du mystère de l'origine, mais l'origine des origines, qui n'est pas un commencement, c'est toute la subtilité et l'ambiguïté du langage, c'est que les mots utilisés suggèrent une temporalité ou une spatialité qui à la fois est et n'est pas, et en même temps c'est exactement dans cet état borderline, état limite, que quelque chose se met en mouvement parce que c'est et ce n'est pas. Et qu'il y a une espèce d'onde, d'oscillation qui tisse et qui révèle. Donc ce qui se fait toujours quand je commence un mandala, effectivement pour l'instant sur ce support noir de la matière noire, c'est rien en fait, c'est un espace de néant, de vide, mais qui a un vide plein effectivement, et petit à petit quelque chose se met en mouvement. Alors le compas met en mouvement d'une façon extrêmement particulière. Avant c'était une peinture libre, qui ne passait pas par le compas, et maintenant c'est par le compas. Donc on en parlera tout à l'heure dans l'atelier, mais et la beauté pour moi de ce retour par le compas, c'est que c'est arrivé à une période de ma vie qui correspond à ce cycle où nous rentrons dans la quintessence de notre chemin, étant donné notre âge, et que tout s'est réordonné par la fleur de vie. C'est-à-dire toutes les expériences, toutes les quêtes, toutes les différentes recherches se sont repositionnées dans un ordre parfait qui m'a absolument bouleversée et je pense qu'il m'a ramené un état de simplicité et d'innocence et donc j'ai retrouvé la joie. Merci Dominique. Gabriel, par rapport à Viviane, il y a des choses qu'on n'a pas encore dites en fait, et qui méritent d'être partagées, surtout maintenant. Donc, que ce soit peut-être la façon dont elle a, on pourrait dire, découvert la peinture, je pense que ça mérite d'être évoqué, puis aussi la surprise que tu vas nous partager. Donc, Viviane, elle était graphiste, elle n'était pas du tout peintre jusqu'à à peu près 45 ans, et là,
Et ils avaient avec son mari aménagé une maison à Montreuil qu'ils avaient achetée en ruine et ils l'ont complètement aménagée tous les deux, défiant toutes les lois de la gravité. Chaque architecte qui regardait ce qu'il faisait disait mais cet escalier ne pourra jamais tenir. Mais eux ils trouvaient ça beau, donc ils ont fait en sorte que ça tienne. Et puis son mari est mort très vite d'un cancer en 3 mois et il lui a dit juste avant de s'en aller, ça y est maintenant, tu as ton lieu et tu vas pouvoir peindre. Elle n'avait jamais même pas envisagé ça et ça a commencé comme ça. Et elle s'est mise au service, c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est qu'elle a accepté ce qui arrivait. Et sans du tout mettre ni mental ni volonté quant à la forme ou quant à l'instant ou même à la mise en disposition. Et au départ, donc ça l'a réveillée le matin, elle avait des visages qui lui arrivaient, une série qui s'appelle Les Ancestraux. Vous pouvez aller voir chez elle, je vous invite vraiment à aller visiter sa maison. Et donc c'était tous les matins, à la même heure, elle se levait, elle était à moitié encore endormie, et elle faisait du tracé direct. Donc elle en a fait peut-être 300, 400, tous les matins, elle en faisait plusieurs. Et elle a soumis ses dessins au cours quand même de quelques mois à des amis proches pour savoir ce qu'elles en pensaient. Et les deux l'ont dit non, il l'a testé au pendule, ça vaut rien. Et l'autre a dit oulala, si tu montres ça, on va te prendre pour une folle. Donc elle a tout mis dans une valise et c'est resté comme ça. La valise a pris la poussière des années. Ensuite, elle est passée à une autre phase, plus sur les plantes. Et puis un jour, un photographe est venu chez elle dans son atelier, il a vu un petit morceau de papier par terre avec un petit bout du visage d'un des ancestraux, puis il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors elle a dit « Je sais pas. » Et il a dit « Si, je veux que tu me montres ça. » Donc, mais je sais pas où c'est, elle est allée dans son garage chercher sa valise poussiéreuse. Et là, pour lui qui était photographe, il a trouvé donc, un trésor, un véritable trésor, parce que lui, il a senti ce qu'il y avait dans ses dessins. Et donc il lui a dit si tu me les confies dans 3 mois, je te fais un diaporama. Et donc il a organisé une projection avec la musique en live qui s'est jouée. Tu te souviens du nom du monsieur japonais qui a chanté en live sur ce... Non, on vous retrouvera sinon les références, mais il n'avait pas vu avant et il a chanté des chants aussi pendant la projection en live. Et donc là, elle a vécu une première reconnaissance de son travail. Et puis après, donc plusieurs années après, le support noir est arrivé à elle comme ça, sans qu'elle l'ait non plus décidé, et les pigments. Et des années à nouveau, elle a obéi à ce qu'elle recevait, mais dans une frustration personnelle immense, parce qu'elle trouvait ça mat, quoi. Elle retrouvait pas la lumière qu'elle recevait comme ça, dans sa vision. Et donc, au début, elle les a jetés en disant je peux pas ne pas le faire, j'obéis, mais ça vaut rien. Jusqu'à ce qu'un monsieur, en voyant une toile comme ça, lui dit ah mais c'est lourde. Et donc là, comme effectivement elle revenait de lourde, elle s'est dit mais il y a des choses qui passent alors, même si moi je trouve pas ça esthétique, les gens reçoivent quand même un message. Donc elle a arrêté de jeter simplement. Et donc la première fois qu'elle est allée en Haute-Savoie, chez ce monsieur qui n'avait que 25 ans à l'époque et qui était donc réparateur de cabines de téléphérique, qui est vraiment dans le tiers, lui c'était la première fois de sa vie qu'il voyait une artiste, il a été un peu ébloui et donc il lui a fait cadeau du séjour. Et pour le remercier, elle lui a laissé une œuvre qui représentait la famille avec une croix, parce qu'il est très, très croyant, il a des vierges partout, bon bref. Et 6 mois après, elle est revenue parce qu'elle avait vraiment apprécié ce paysage du Mont Blanc, ça l'avait inspirée, elle avait bien aimé le silence qu'elle avait pu établir dans ce lieu-là. Et lui, entre-temps, il avait fait tout un travail parce que quand elle lui avait donné l'œuvre, elle lui avait dit tout se passe dans les détails. Là, vous voyez la représentation d'une croix des personnages, mais mon œuvre à moi, elle se vit dans les détails. Alors lui, ça l'a interpellé, il a cherché un moyen technique pour rentrer dans les détails. Donc il a mis l'heure à plat, il l'a éclairé et il l'a filmé avec sa petite caméra de communion et il lui a montré à la télévision le zoom qu'il avait fait dans son œuvre. Et là, elle a fait des bonds comme ça parce qu'elle voyait en lumière pour la première fois, grâce à lui, grâce à ce processus qu'il avait mis en place pour visualiser son œuvre.
su lui trouver la solution. Et donc double solution, parce que non seulement grâce au procédé photographique, elle retrouve la lumière. Je ne sais pas si vous avez reconnu que c'était la même œuvre entre ce que vous avez vu et après donc la transformation, donc en tirage photographique finalement. Et l'autre bonne nouvelle pour elle, c'est qu'elle pouvait du coup partager son œuvre, faire partager son œuvre au plus grand nombre. Il n'y avait plus un original qui appartiendrait qu'à une personne qui la mettrait ou pas, voilà. Mais tout le monde pourrait profiter de ces œuvres. Et donc... Merci, très bien, merci. Donc en fait, si on revient à la thématique de notre échange d'aujourd'hui et de ce matin sur la question de l'akasha et donc en fait des champs d'information qui sont là et de comment on peut s'y connecter, comment tout cela peut interagir, je voudrais juste revenir sur quelques mots en fait qu'on n'a pas trop prononcés jusqu'ici, mais qui participent en fait de ces mêmes notions. C'est pas tant de jouer avec les mots, c'est juste de voir comment des mots sont reliés les uns avec les autres. Donc en fait, l'akasha, tel que Laszlo l'évoque dans son ouvrage, on est avec cette existence omniprésente dans tout. Donc on est avec des mots forts qui sont mis ensemble pour réussir à approcher cette chose qui est insaisissable, imperceptible, indescriptible, etc. etc. Ce qui fait qu'en fait, il y a d'autres termes qui sont employés. Il va dire que c'est à la fois un agent de cohérence par rapport au monde, ou à un certain niveau du monde, du réel. C'est aussi un agent de liaison. Et là, on commence à se dire, tiens, éventuellement c'est un langage, ou éventuellement il y a une grammaire qui est présente là-dedans. Et donc, en fait, cette notion d'information, oui, tiens, ça peut nous évoquer ce monde des idées qui a été décrit par certains philosophes grecs auparavant, dans les antiques, mais aussi les notions de mémoire. On voit comment la conscience va être déterminante, ou en tout cas participe, ou en tout cas par-delà la conscience, il y a quelque chose qui est transmise, et avec la conscience, ce qui est transmis va se manifester et se déployer avec une force et une plénitude qui va être manifeste, en quelque sorte, qui va être évidente. Il y a aussi la notion, on a pu parler d'ondes, on a pu parler de mots un peu scientifiques, un peu compliqués, mais qu'est-ce que c'est ces histoires d'ondes et d'oscillations et de fluctuations? Ce sont des mouvements, ce sont des échos par rapport à ce son premier. Et si on commence à partir d'une analogie comme ça musicale, ou d'une analogie liée au son, eh bien il y a cette idée à la fois d'une symphonie, à la fois d'un orchestre, puisque nous sommes tous des éléments de cet ensemble, nous sommes tous des points spatiaux, temporalo, géolocalisés, et donc nous sommes des points, des instruments de cet ensemble. Et donc il y a, par rapport à cela, il y a une chose qu'on a évoquée, c'est la notion du local. Nous sommes à certains endroits, et puis on a aussi le non local. Les sons, c'est ainsi. Il y a aussi ce non local dont on a peu causé. Qui parmi vous voit à peu près ce que peut recouvrir ce non local? Ces notions non locales, on parle de conscience non locale, on parle de cerveau non local, on parle d'interaction non locale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette idée de non local, ou à peu près? Moi, il y a quelque chose qui est super important à avoir en tête. Vous l'avez abordé quand vous avez notamment fait intervenir Philippe Guillemot en septembre dernier. C'est qu'en fait, le non local, qu'on voit tous comme des interactions à distance, c'est la fameuse expérience avec deux particules de lumière qui partent du même endroit, qui sont générées au même instant, et qui sont corrélées, qui sont reliées entre elles, et ce qui fait que ce que l'on fait à l'une, ça modifie l'autre. Donc il y a une interaction non locale, puisque ça va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est instantané, ça ouvre des clés d'interprétation, des grilles de lecture, de psy également, de tout ce qui est connexion, télépathie, perception extrasensorielle, etc., etc. Et le non local, il est aussi temporel. Le non local est aussi temporel. C'est-à-dire que ce qui se fait ici est relié à du passé, ou du passé est relié à nous ici. Ce que nous faisons ici est relié à du futur. Peut-être que ce que je dis actuellement, c'est du futur qui parle à travers moi. C'est-à-dire, prenons conscience dans la permutation et dans le retournement des choses, que ce non local est également temporel. Et par rapport à ce qui a pu être dit en introduction, tant de la part d'Alain que de Laurence, par rapport à la situation politique dans laquelle nous sommes, par rapport à cette chose commune qui nous anime, par rapport à ce que nous cherchons à implémenter, à contribuer, à susciter, à aider à faire émerger, à jouer notre part par rapport à tout cela, eh bien, ce politique, ce que nous faisons maintenant, a des ramifications. Ça a des échos
ça se diffuse, ça se propage et ça émane. L'akasha passe à travers nous, comme nous contribuons à nourrir l'akasha. Nous avons fondamentalement ce pouvoir-là, nous avons fondamentalement cette capacité-là. À aucun moment nous devons nous départir et oublier cette possibilité-là. Et c'est là-dessus que ces réveils de conscience, ou cet éveil de conscience que va apporter la science et la conscience, donc on fait science avec, ou en tout cas conscience avec des choses, ouvre à cela en reliant les choses entre elles, avec une voie et un chemin qui est celle de la tradition scientifique occidentale, contemporaine, récente, qui a 200 ans, 250 ans, 300 ans, peu importe. On est simplement sur une voie de description du réel, comme il y a effectivement d'autres voies. Et ce temps d'alliance et d'alliage dans lequel nous sommes aujourd'hui ouvre des chemins de possible, ouvre des chemins d'action dans une sorte de plénitude et de prise de conscience, comme Dominique a pu nous le partager, qui ne date pas d'hier, qui a été éternellement présente et qui est comme de la poésie de tous les temps, hein, comme Viviane a pu nous dire à un moment donné. Alors, entre le travail de fou des scientifiques et les poètes de tous les temps, on est bien entouré. Tu veux rajouter quelque chose, Dominique? Oui, dans le langage de la croix, par rapport à ce que tu dis sur présent, passé, futur, et la croix telle aussi, qu'on a parlé tout à l'heure, Viviane, et dont Alain va parler aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cette représentation de la branche horizontale de la croix, hein, c'est du représenté, hein, j'insiste, c'est un système de représentation. On va évidemment avoir cette notion de temporalité, de spatialité. Donc il y a passé, présent, futur. Ça parle du processus d'incarnation à un état T de l'histoire de l'univers. C'est-à-dire que ça va se manifester d'une façon tangible. Mais il y a ce qu'on appelle la verticalité, ce sont des dimensions qui ne s'inscrivent pas dans une logique espace ni temps. Donc, et c'est du pur présent, c'est la présence même. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas la manifestation inscrite dans une logique d'espace-temps, puisqu'on ne validait que ça jusqu'à maintenant. Et en fait, parce que Philippe Guillemont, il ouvre sur ces dimensionnalités qui ensuite vont se manifester à notre échelle physique terrestre espace-temps, qui fait que cette notion mémorielle passé, présent, futur va se combiner avec ces dimensions qui, elles, sont hors spatialité et temporalité. Et effectivement, quand nous sommes arrivés au changement de paradigme à partir de la modification de la brique de la matière qu'est l'atome, c'est-à-dire que cette indivisibilité de l'atome est devenue champ, vide, particule, puissance créatrice, je veux dire qu'il n'y a plus de dimension. Et tout coexiste, c'est-à-dire qu'on est dans une complexité étrange où la manifestation, on est absolument tout en même temps. Voilà, ça aussi, ça sera développé. Pour reprendre tes mots, Dominique, c'est vrai que donc dans ce présent, nous avons des éclats de présence. Dans le passé, nous avons des éclats de présence. Et dans le futur, nous avons aussi des éclats de présence. Et c'est la mise en mouvement de la conscience, sans doute, peut-on poser l'hypothèse, qui va nous faire cheminer ainsi et remonter un petit peu sur le long des fils, des cascades, qui remontent comme ça des éclats vers quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus large et d'un peu plus unifiant ou réunifiant. Et je voudrais juste vous inviter quelques instants à en faire une expérience comme ça de mise en mouvement de la conscience. Si vous voulez bien fermer les yeux, peut-être. Et je voulais juste vous inviter, en écho à une des scènes du film que Gabriel nous a préparé, Jésus vous inviter, en fermant les yeux, à vous rappeler de la fois où vous avez passé vos doigts sur l'écorce d'un arbre. Vous avez touché l'écorce d'un arbre. Vous avez pu sentir les rugosités. Vous avez pu sentir les fibres, les nervures. Vous avez pu sentir les creux. Vous avez pu sentir ce relief. Comment, en touchant cet arbre du bout de vos doigts ou en touchant cette écorce, ce tronc, que l'écorce soit jeune ou ancienne, comment, en touchant cette écorce, vous vous êtes senti relié à l'arbre? Vous êtes senti relié à quelque chose de vert, de végétal, de lent, de doux, de fort, d'enraciné, de
de vertical, de tiède, de chaud, de frais, d'humide. Comment vous avez ressenti une information qui venait directement en vous et comment, à travers cette écorce et vraiment ces détails dans le relief de l'écorce, y compris quand on ralentit, quand on passe les doigts doucement, comment on se sent plus grand, plus large, plus connecté, plus relié à quelque chose. Et comment, si l'on pousse comme ça cette perception, comment en fait on peut ressentir éventuellement aussi la façon dont la lumière, le soleil, va nourrir l'arbre. Comment des parties de l'arbre sont dans l'ombre, en profondeur, en dessous, s'étendent. Comment cet arbre, si on fait le film à l'envers, comment cet arbre a grandi à cet endroit-là au fil des années et des saisons en remontant le temps. Comment cet arbre est le fruit, le résultat d'un noyau, de quelque chose qui est tombé là au sol. Comment peut-être un oiseau a becqueté ce noyau, ou en tout cas a tapoté dessus, comment des insectes sont passés autour. Comment le temps a filé et comment ce que vous avez au bout du doigt, ce bout d'écorce, est le fruit d'une histoire et le fruit d'un temps. Et comment, alors que vous vous éloignez de cet arbre, que vos doigts s'écartent du tronc et de l'écorce, comment le temps va reprendre? Comment les choses vont se poursuivre? Et comment ces sensations ont pu vous nourrir et vous faire du bien? Merci. Je t'ai proposé le Conseil de la rue de la conscience de Philippe Guillemin, ce documentaire, enfin juste le rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas. Parce que... Oui, par rapport à Philippe Guillemont et ce travail sur le temps, il y a donc l'ouvrage sur la physique de la conscience, il y a aussi, il y a quelques mois, un DVD sur la route du temps, fait par Jean Emilien, qui est vraiment assez magistral également pour approcher, la route de la conscience, pardon, qui est assez magistral pour percevoir l'ampleur et la direction et les étapes de la pensée de Philippe Guillemont, sur lequel aussi, enfin Philippe, dans le dernier numéro de la revue, nous a fait un article sur le temps n'existe pas et la jonction avec la physique de l'information. Jean-Pierre, tu veux rajouter quelque chose? D'abord, Philippe est un très bon copain. On n'est jamais d'accord sur rien, tout en étant toujours d'accord sur tout, au fond. J'ai assisté, je crois, à des dizaines de conférences de Philippe. On a discuté pendant des heures. Suivant le moment où on l'attrape, il n'a pas la même théorie sur les choses, ça bouge tout le temps. Et c'est très bien, parce que une chose qui n'a pas été dite ici, chacun exprime des choses merveilleuses, etc. En réalité, il faut, en physique, enfin en science, il y a un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que sur tous les sujets qu'on aborde, celui qui a le plus de chances d'être vrai, c'est le plus simple. Ça, c'est un bout. Mais il y a un autre bout, c'est qu'on exprime tous subjectivement ce qu'on exprime. Au moment où on le dit au niveau de conscience où on est, au moment où on le dit. Et là, on a l'impression qu'on met tout à plat, comme si on était tous implicitement au même niveau de conscience. Du coup, ça donne une espèce de kaléidoscope qui est tout sauf le rasoir d'Occam. C'est compliqué en diable. Et je prends juste un exemple. La relation avec l'akasha, par exemple. On est en permanence relié à l'akasha. On est des terminaux de l'akasha. Alors, suivant le niveau de conscience auquel on se trouve, on récupère des informations de l'akasha qui sont telles ou telles. Quand Mozart se réveillait, il allait vite noter ce que l'akasha lui avait envoyé la nuit. Pas en rêve. Le moment le plus important de reliance, je ne sais pas si le mot existe, à l'akasha, c'est le sommeil profond, c'est-à-dire le sommeil sans rêve, mais dont on n'a aucune conscience.
On en a conscience et implicitement par ce qui en sort. D'abord, c'est le moment où l'individu se régénère en se connectant directement, parce que sinon on mourrait quoi, si on ne pouvait pas le faire toutes les nuits. Il y a des gens qui dorment très peu, peut-être qu'ils ont la chance d'avoir un pouvoir de récupération supérieur à la moyenne, mais c'est pas dans les rêves que s'opère la chose. C'est quand on ne rêve pas que ça s'opère. Et Einstein le disait aussi, lui, il n'a rien inventé du tout. Il a juste exprimé ce qui lui a été donné. Tous les artistes, tous les créateurs, etc., ne créent jamais rien. Ils récupèrent dans l'akasha ce qui s'y trouve. Alors, on n'a pas parlé de la mémoire akashique. La mémoire akashique, c'est quelque chose qui a été créé en même temps que l'akasha au moment de la création. Alors, sous réserve qu'on soit à un niveau de conscience où on croit à la création. Alors on va admettre qu'on y est, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Bon. D'accord, il y a eu une création. Tout a été créé en même temps. Aujourd'hui, en mathématiques et en physique, on démontre scientifiquement que le temps, notamment, et même l'espace, enfin, bon, on n'a pas besoin d'espace et de temps pour expliquer la réalité. Et la non-localité, c'est pas de la magie ou je sais pas quoi. C'est juste qu'il se passe au niveau corpusculaire. Hein, ça n'a été prouvé pour le moment vraiment qu'au niveau corpusculaire. L'entanglement, comment on dit ça en français? L'intrication. L'intrication des particules fait que deux particules qui naissent de la même chose, on dirait, subissent exactement les mêmes phénomènes. Si l'un le subit, l'autre le subit. Ça veut dire que c'est le même objet. Mais comme à un moment ou à un autre, toutes les particules de l'univers ont été en relation les unes avec les autres, on est tous reliés en permanence. Et c'est par une chose extrêmement simple à comprendre. Et prouvé scientifiquement par un Français qui s'appelle Alain Aspect en 1982 que l'intrication quantique existe. Alors, pour des particules, on l'a démontré pour des amas de particules. Alors, de mémoire, je crois que c'était jusqu'à 120 atomes. On arrive à une intrication jusqu'à 120 atomes.